Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Nous sommes au musée des Arts et Métiers aujourd'hui pour découvrir une très belle exposition temporaire dans l'espace des expos temporaires bien sûr. Nous allons parler de Top Model, une leçon princière au XVIIIe siècle. Le titre est là et à mes côtés c'est Anne-Laure Carré qui est la commissaire de cette exposition. Bonjour Anne-Laure. Merci, bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. C'est une très belle exposition, donc je disais temporaire, jusqu'au mois de mars avec peut-être une prolongation. On verra. On espère. On espère. Alors, Top Model, déjà, c'est le titre de cette exposition. Qu'est-ce que l'on va découvrir ? Alors, on va découvrir un des trésors du musée des Arts et Métiers, qui est la collection de modèles réduits d'ateliers d'artisans qui est conservée depuis 1802 dans nos collections. Et un personnage à l'honneur, bien sûr. Voilà, un personnage important qui est Madame de Genlis, Félicité de Genlis, qui a vécu près de 90 ans et donc qui a une vie absolument extraordinaire et s'est intéressée à une foule de choses, mais dont la grande passion est l'éducation. Alors, qui est-ce qu'elle a éduqué, entre autres ? Alors, entre autres, sa grande reconnaissance, en tout cas, vient à la fois de ses liens avec la famille d'Orléans, donc ce sont les cousins du roi de France, les princes du sang, donc des personnages très importants, très riches et très bien placés dans le royaume de France à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque où nous nous situons dans cette histoire. Et elle va avoir en charge en tant que gouverneur, et elle insiste sur le terme, à la fois les jumelles du duc et de la duchesse d'Orléans, et puis rapidement les trois petits garçons, les trois petits princes, dont l'héritier du nom, Louis-Philippe d'Orléans, que l'on va retrouver plus tard dans l'histoire de France, puisque ce sera le dernier roi de France, et plutôt le dernier roi des Français, puisque il abordera une monarchie parlementaire, et c'est Louis-Philippe que l'on connaît dans nos livres d'histoire, voilà, qui a régné jusqu'en 1848. Et elle va le voir accéder au trône, d'ailleurs. Elle va le voir accéder au trône, voilà, puisqu'elle va mourir très peu de temps après, en 1840. Voilà, une vie assez incroyable à travers les fastes de l'Ancien Régime, les difficultés, l'exil au moment après la Révolution, la période à laquelle elle participe aussi pendant la Révolution avec beaucoup d'enthousiasme en fait, et puis le retour d'exil en 1800 à Paris, un retour en grâce auprès de la famille Bonaparte, et les différents régimes qui ont suivi, le retour Louis XVIII, donc le frère de Louis XVI, puis son frère Charles X, et enfin l'arrivée sur le trône de ses anciens protégés. Donc c'est une partie de son héritage que nous allons découvrir dans cette exposition. On y va ensemble ? Allez, absolument. On se retrouve donc tout à l'heure pour démarrer la visite avec vous sur IDF1, pour IDF1 chez vous bien sûr. Nous sommes bien sûr au musée des Arts et Métiers avec cette exposition temporaire à voir absolument Top Model, une leçon princière au XVIIIe siècle, et nous allons mettre à l'honneur cette femme qui est à l'honneur dans cette exposition. Elle est ici avec son portrait qui nous est proposé, une femme que l'on voit travailler ici. Tout à fait. Donc, elle est vraiment représentée avec les attributs et ses grands intérêts de toute sa vie. Et vous voyez en arrière-plan peut-être la crosse de la harpe, dont on reparlera plus tard. Elle est avec sa plume à la main, son petit écritoire sur les genoux, donc, elle profitait de chaque instant pour écrire des romans, des pièces de théâtre, des journaux, énormément, de la correspondance. On remarque que les bougies de sa lampe sont quasiment consumée, elle y a donc passé tout son temps, et elle a la main gauche posée sur un volume des évangiles, car Madame de Genlis est aussi une femme chrétienne. Madame de Genlis, c'est son nom. La harpe que l'on voit ici, que l'on retrouve ici, une harpe à crochet. Oui, c'est un instrument qui est très à la mode. On pense à la reine Marie-Antoinette, donc, qui a beaucoup joué de la harpe. Les deux tantes également de Louis XV qui jouaient de la harpe avec en professeur Beaumarchais. Voilà. Mais ici, en fait, l'intérêt, la vogue de la harpe est également due à différentes améliorations techniques qui permettent d'augmenter son répertoire. Et en particulier
particulier, c'est le système des crochets et des pédales, donc que l'on remarque. Donc chaque pédale actionne une série de cordes, toutes les cordes La, toutes les cordes Do, toutes les cordes Fa, etc. Et elles permettent d'avoir un registre plus étendu pour chaque corde. En fait. Et les crochets, alors qu'est-ce que c'est Alors ils sont situés sur la partie supérieure, oui. Vous les voyez, voilà, et ils permettent de raccourcir en fait la corde et d'obtenir un son. Voilà. D'accord. Voilà, mais on apprend beaucoup de choses en découvrant cette exposition. Et elle avait l'air un peu sévère quand même. Oui, elle se présente volontiers comme sévère. Il faut aussi savoir que c'est un portrait que Louis-Philippe commande donc pour le musée d'histoire de France qu'il installe à Versailles. Donc, il a commandé plusieurs portraits de son ancien gouverneur et qu'elle les a sans doute élevés avec pas mal de sévérité en fait. Madame de Genlis, dont nous allons encore parler bien sûr plus tard pour la suite de la visite. À tout à l'heure. Top modèle, une leçon princière au XVIIIe siècle. Nous sommes bien sûr au musée des Arts et Métiers pour découvrir cette exposition temporaire qui met à l'honneur notamment Madame de Genlis, dont on parle depuis le début de notre rencontre. Et nous allons découvrir cette lanterne magique qu'elle utilisait aussi. Voilà, donc elle se sert en fait de toutes les nouveautés de son époque et en particulier elle commande à différents peintres, dont le peintre Miris en particulier, des vues peintes sur plaques de verre. Donc la lanterne magique n'est pas vraiment une nouveauté de son époque, mais c'est un spectacle très appréciée et elle, à titre de récompense en fait, lorsque les enfants, donc Louis-Philippe, Antoine ou Charles ou leur sœur Adélaïde ont été sages, ils ont le droit d'organiser ces petits spectacles de lanterne magique avec des plaques sur l'histoire sainte, sur la géographie, etc. Donc des vues de pays exotiques que malheureusement nous ne possédons plus aujourd'hui, mais nous avons choisi un exemple de nos collections pour vous montrer donc ces plaques. Et puis surtout, le visiteur est amené également à manipuler ses propres vues de lanterne magique et à la fin de l'exposition. On le verra plus tard avec Anaïs. Le principe, on rappelle rapidement, de la lanterne magique, c'est une bougie à l'intérieur. Exactement, une petite source lumineuse. Donc le petit chapeau en métal que vous voyez au-dessus de la boîte en bois sert en fait à évacuer la fumée de la bougie. Et puis un objectif qui est dans la partie saillante, voilà, et une partie pour glisser ces porte-vues qui contiennent la plaque en verre peint. Le vidéoprojecteur de l'époque. Voilà. À découvrir ici quand vous viendrez au musée des Arts et Métiers pour découvrir cette exposition Top Model. C'est pas fini, on reste ensemble, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. L'exposition Top Model à découvrir au musée des Arts et Métiers. Nous allons continuer de découvrir l'éducation par Madame de Genlis ici avec cette exposition et cette vitrine. Plusieurs choses à découvrir. On commence par quoi? Peut-être l'épée? Oui, alors cette petite épée d'enfant, elle est toute courte comme vous voyez. Elle rappelle que les enfants dont elle a la charge ne sont pas n'importe qui, ce sont de jeunes aristocrates et même les plus proches de la famille royale. Donc, ils vont avoir une éducation selon leur rang. Donc, Madame de Genlis supervise en fait différents précepteurs qui vont donner des cours sur différentes matières. Elle s'intéresse beaucoup aux questions d'emploi du temps et le petit volume que vous avez ici à droite s'appelle « De l'emploi du temps ». C'est quelque chose qu'elle rédige plutôt à la fin de sa vie et qui montre différentes miniatures puisqu'elle a aussi beaucoup dessiné et peint de sa main. Et puis, le volume qui est à gauche de l'épée, qui est relié également en maroquin avec ses gardes en soie rose, et un manuscrit un peu particulier, c'est un journal que tenait sa fille cadette Pulchérie, qui est élevée avec les mêmes enfants, avec les autres, et dans lequel elle fait ce que Madame de Genlis appelle des extraits.
et qui sont en fait des lectures et des résumés de lecture. Et ici, c'est le théâtre de Corneille que la jeune Pulchérie doit donc résumer et commenter. Voilà. Et ensuite, chaque volume est annoté et corrigé de la main de Madame de Genlis qui commente l'écriture et les fautes éventuelles voilà, de ses enfants. Et là, sur le cartel, on lit lecture faite avec maman et seule. Donc elle était seule à ce moment-là avec sa mère pour ces lectures-là. C'est-à-dire ou c'est elle qui était ou seule elle pour qui la était toute rédaction. seule pour la D'accord. rédaction. Voilà. Très bien. À l'époque, d'ailleurs, plutôt les garçons étaient éduqués par des hommes et les filles par des femmes. Absolument. À l'âge de 5 ans, en général, les petits princes, en tout cas, comme on dit, passaient aux hommes. Donc, ils quittaient les robes de leur enfance pour passer, avoir un habit qui était une version miniature de l'habit de leur père et des hommes de la cour. Et le grand scandale en 1782, lorsque Madame de Genlis est chargée et nommée gouverneur, c'est qu'elle occupe donc la place d'un homme. En fait, elle va être chargée de l'éducation de ces 3 petits princes et elle va évincer un autre homme, le chevalier de Bonnard, à cette place. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle insiste sur son titre de gouverneur. C'est peut-être ça aussi. Elle a aussi elle a écrit un livre qui s'appelle La femme auteur, donc, dans lequel elle revendique aussi ce rôle, ou en tout cas elle l'évoque. Elle a travaillé sur une histoire des femmes artistes aussi. Enfin, c'est une femme qui n'est pas du tout indifférente aux questions de genre, en tout cas. Nous allons continuer de la découvrir avec vous, bien sûr. Ce sera tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, ici au Musée des Arts et Métiers dans le 3e arrondissement de Paris avec cette exposition intitulée Top Model et nous continuons de découvrir des maquettes absolument formidables. Nous sommes chez le plombier. C'est Exactement, ça, hein ? Le plombier fabricant de tuyaux. D'accord. Et le modèle reprend en fait plusieurs planches de l'encyclopédie que l'on peut voir dans la petite animation qui est à côté de vous. Et puis on repère plusieurs choses dans ce modèle. Au centre, un fourneau donc qui est avec ces petites briques qui représentent avec des petites briques dans lesquelles sont glissées ces espèces de barres métalliques que vous voyez. C'est ce que le plombier appelle des saumons. C'est en fait la matière, c'est des lingots de plomb, hein, mais on utilise aussi beaucoup de recyclage et on récupère beaucoup les plombs anciens. La pelle, qui est la grosse pelle en fer qui est au premier plan, était manipulée et c'est là qu'on se servait en fait pour verser le plomb à l'état liquide en fait, oui. dans le moule qui est cette caisse en bois posée sur les tréteaux et qui est remplie de sable et on déverse le plomb sur le sable et ensuite on l'égalise avec un rable qui est une sorte de râteau aussi qui a été posé. Voilà. Donc ça c'est la fabrication de ces tables de plomb. C'est pour pouvoir faire des grands espaces de plomb et ensuite on les découpe pour en faire autre chose, pour en faire des tuiles par exemple ou pour faire de la couverture de toiture. Vous en avez un exemple ici d'ailleurs ? On en a un exemple que la matériothèque du Centre de recherche des monuments historiques nous a prêté, mais on en a aussi une idée en fait avec différents petits accessoires qui figurent aussi sur la maquette, la corde à nœuds que vous avez près de vous et puis une sellette en fait qui est une sorte d'échafaudage volant et qui rappelle donc que ces tables de plomb elles servent à la couverture, donc pour faire des chéneaux, pour recouvrir et isoler les toitures voilà, des immeubles à Paris et ailleurs. Et il y a les tuyaux aussi, bien sûr, parce et qu'on on a est les chez le tuyaux, plombier qui voilà. fabrique des tuyaux. Voilà, on en a un grand ici devant la table. Le tuyau, lui, on coule du plomb liquide dans un moule. C'est un moule à clavette, il est ici présenté fermé et il a un système de mandrin interne qui permet donc de créer le vide du tuyau. Et puis, en profitant du point de fusion bas du plomb et de la grande ductilité du matériau, on raboute petit à petit les segments au fur et à mesure du tuyau. C'est comme ça que c'est fait. C'est comme ça. Voilà. Très bien, à découvrir et avec toutes les explications, bien sûr, qu'on vous viendrez découvrir cette exposition au Musée des Arts et Métiers. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la suite de la visite.
Top Model, une leçon princière au XVIIIe siècle. C'est une exposition temporaire à ne pas rater et c'est au musée des Arts et Métiers. Une exposition dans laquelle nous avons le droit de toucher, de manipuler. Et ça, c'est génial pour les petits, mais pour les grands aussi, parce qu'on a envie de le faire. Nous avions découvert tout à l'heure avec Anne-Laure comment fonctionnait ce moule à faire des tuyaux en plomb. Et là, on va pouvoir presque en faire. Voilà, l'idée c'était de se dire on est face à des techniques qui sont assez peu connues aujourd'hui. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent encore comment on moule des tuyaux en plomb, des tuyaux pour faire par exemple des canalisations. Et c'est un processus qui est un petit peu complexe avec un moule en plusieurs parties qu'on vient assembler. Ensuite on va fondre le plomb et puis après on va réouvrir notre moule et le décaler pour sortir au fur et à mesure le tube. Donc on s'est dit que le plus simple ce serait de donner à voir les différentes parties et dans quel ordre on vient les assembler. Donc on utilise la petite manette ici et on vient tout simplement voir comment le mandrin vient se mettre là, puis ensuite le fourreau vient se mettre autour, les attaches viennent sécuriser le tout, puis ensuite le plomb est fondu et le tube, une fois le plomb solidifié, est sorti et après on repositionne à chaque fois. Donc là voilà, l'idée c'était avec un petit geste, on donne à comprendre un assemblage, c'est comme un puzzle en fait en 3D qu'on est appelé à faire. Ici on a un autre dispositif qui est lié au modèle du serrurier qui se trouve juste en regard et en fait on a une serrure géante qui est positionnée là avec une plaque de plexiglas dessus, donc on voit le mécanisme et on voit ce qui se passe quand on tourne la clé et quand on tourne. Hop, on peut ensuite ouvrir et on a accès à l'intérieur. Alors nous on a mis des clés parce que on aime bien les jeux dans les jeux et du coup on comprend ce que fait la clé dans la serrure quand on la tourne. Voilà, à chaque fois on essaye de réfléchir à un geste, à une façon d'être face à l'objet qui nous apprenne quelque chose de nouveau. Voilà. Et on a juste en plus la cheminée. Oui, on est un peu comme sous une hotte. Voilà, c'est un peu l'endroit où on s'active dans l'exposition. Bon, je vais manipuler encore un peu et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la découverte dans IDF1 chez vous. Toujours au musée des Arts et Métiers, nous poursuivons notre visite dans ce jardin un peu exceptionnel avec des bruits d'oiseaux autour de nous. C'est vraiment le bout de l'exposition dans lequel le visiteur est libre. Absolument. On est libre aussi ailleurs, mais on en est tout cas libre encore partout, plus. mais là Oui. l'idée c'est qu'il soit libre d'aller chercher, d'aller découvrir et d'aller tester ce qu'il veut, notamment cette lanterne magique qui est un peu au cœur de cet espace. C'est une lanterne magique, donc comme une lanterne qui servait à projeter des images peintes sur verre au XVIIIe, au XIXe siècle, et après c'est un peu tombé en désuétude, sauf que celle-ci elle est manipulable par le visiteur. Donc on a différents porte-vues qui contiennent plusieurs images et on les glisse dans la lanterne pour projeter sur le mur les images qu'elles contiennent. Il y a des dessins, il y a des vues des lieux où Madame de Genlis a pu enseigner et il y a un des porte-vues qui contiennent des images qui racontent une histoire, un conte, et ce conte-là c'est nos collègues de la médiation qui vont le proposer en visite aux visiteurs pour le grand public quand le musée sera réouvert, donc en se servant de la lanterne pour recréer la magie de la diffusion comme ça pouvait se faire au XVIIIe siècle. Ça on n'en a pas parlé, mais on va en parler aussi, tout ce qui est proposé aux enfants avec des ateliers bien spécifiques. Restez avec nous, suite de la visite, ce sera tout à l'heure pour IDF1 chez vous. IDF1 chez vous au musée des Arts et Métiers et j'étais avec Anaïs, on est passé devant cet objet un peu compliqué, vous vous dites oh, je vais peut-être pas pouvoir dire grand chose, mais quand même parce que quand on est devant et quand on fait le tour, on est extrêmement intrigué. Il est intriguant. Ben oui, de quoi il s'agit là? Alors, pour tout vous dire, c'est un conoïde et son paraboloïde hyperbolique tangent, donc tout de suite tout s'éclaire. Ah bah oui, bien sûr, mais ça c'est ce que je parle à me tout disais. le monde. Bah oui, oui. En fait, c'est un modèle qui était utilisé au 19e siècle dans le cadre de leçons de géométrie, des leçons assez poussées, hein. On ne parle pas des leçons pour des petits-enfants, on est dans un cadre plutôt universitaire et donc qui servait à faire de la géométrie dans l'espace et notamment ce qu'on appelait la géométrie des surfaces réglées, c'est l'école notamment de Gaspard Monge. Nous, on a choisi de mettre cet objet-là pour montrer qu'après l'utilisation des modèles, comme ça avait pu être le cas pour ceux qui sont présentés dans l'expo et qui datent du temps de Madame de Genlis, au 19e et même au 20e siècle, on continuait d'utiliser des objets pour se représenter la réalité, soit en agrandissant, soit en rapetissant, soit en montrant des choses qui ne sont pas
pas forcément des représentations d'un objet usuel, mais pour montrer à quel point matérialiser le réel sous une forme qu'on choisit nous aide à mieux le comprendre. Voilà. Et vous l'avez transposé au XXIe siècle grâce à l'animation. Exactement. À côté, on a un petit dispositif où on a des objets, des cubes, des cylindres, et on peut venir les tordre et on va voir comment notre action, soit de les allonger, soit de les décaler, va modifier leur surface et leur forme. Voilà. Et là, encore une fois, on peut manipuler, on peut toucher, on peut comprendre, et ça, c'est génial, et c'est ce qu'on aime dans cette exposition. À voir au Musée des Arts et Métiers. Nous poursuivons la visite, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Nous sommes toujours dans la partie jardin de l'exposition au Musée des Arts et Métiers. Qui dit jardin, dit fleurs. Effectivement, alors un des modèles qu'on a choisi de présenter, c'est un modèle botanique du 19e siècle, je vous le montrerai juste après, et on s'est dit que finalement on continuait à avoir ces modèles, ces agrandissements de fleurs, même d'animaux dans les classes de SVT, dans les universités, donc on a acheté des modèles qui sont fabriqués industriellement et qui sont vendus dans le commerce. Là c'est des fleurs de cerisier, donc c'est des fleurs de cerisier qui sont agrandies, là quasiment 7 fois, et on a donc hop, comme sur le vrai modèle, voilà, j'ai tout cassé. On a le pétale, on voit l'intérieur, le pistil, on voit les étamines, on voit tout le système intérieur de la fleur, et du coup on peut venir le démonter et voir comment la fleur fonctionne. Et le remonter, bien sûr. Bien sûr, je pourrais le refaire après, je ne vais pas. En lien avec l'autre qui est bien juste sûr. à côté. Alors ici, là, c'est la même version, mais fin 19e siècle, on est dans les années 1870, et c'est une fleur en papier mâché, c'est une fuchsia qui nous a été prêtée par le Musée national de l'éducation à Rouen, et qui montre qu'au 19e siècle, ça pouvait avoir cet aspect très spectaculaire. Ça s'est démocratisé avec l'usage du plastique et les techniques modernes aujourd'hui, mais on est toujours dans la même idée d'agrandir pour mieux comprendre. Et là, on peut manipuler, donc c'est bien, on a envie de faire, et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps dans le jardin, notamment. Une très belle exposition à découvrir au Musée des Arts et Métiers, top modèle, et on continue de la visiter avec vous. Ce sera tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Nous sommes au Musée des Arts et Métiers pour découvrir cette exposition intitulée Top Modèle, et nous continuons avec Anne-Laure Carré qui est la commissaire de cette exposition. Nous allons découvrir plusieurs métiers. Nous étions chez le plombier tout à l'heure, là maintenant c'est un atelier de chimie, c'est ça hein? Le chimiste, tout à fait. C'est encore une fois, cet atelier est très proche de la planche de l'article chimiste de l'encyclopédie. Et comme d'ailleurs l'illustration, l'œil est tout de suite attiré par ce grand manteau de cheminée qui est recouvert d'une foule d'accessoires. On y voit des cornues, des matras, des têtes de mort, des alambics, des creusets, des coupelles, tous les vaisseaux du chimiste, comme on dit. Voilà. Et on y trouve aussi des éléments importants. Donc la cheminée, elle est importante parce qu'elle sert à l'évacuation de toutes les fumées qui peuvent être et malodorantes et toxiques. Oui. Voilà. On a aussi une fontaine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, avec son petit robinet voilà, qui permet de collecter, de conserver de l'eau fraîche dans l'atelier pour à la fois lorsqu'on en a besoin, et également pour nettoyer ces différentes pièces de verrerie que l'on voit tout autour. Et puis on retrouve aussi une balance. Et la balance, c'est l'un des outils importants du chimiste. Et c'est ce qui est aussi qui annonce bien toute la chimie moderne, que l'on ne voit pas encore tellement dans cet ensemble-là, qui semble assez proche de l'alchimie, entre autres peut-être parce que vous avez remarqué aussi tous les symboles qui sont figurés sur le manteau de cheminée. Voilà, et on reconnaît peut-être au centre cette lune avec un point qui est le symbole alchimique de l'argent. Le rond est celui du soleil. Voilà, et toute cette nomenclature en fait qui est encore loin de la révolution que va opérer Lavoisier dans les mêmes années en fait. Et à chaque fois les maquettes sont en lien avec un dispositif, en tout cas c'est le cas ici, qui va nous permettre de déchiffrer les symboles que l'on voit sur le manteau de cheminée. Oui, voilà, c'est des symboles qui sont encore ceux des alchimistes. En fait, on est un peu loin de la nomenclature plus précise
qui va se dessiner dans les mêmes années grâce à l'action de Lavoisier. On retrouve au centre du manteau de cheminée cette petite lune voilà, qui est le symbole de l'argent, parce qu'on pensait l'argent venir de la lune, voilà, et juste à côté le rond et le soleil qui est associé à l'or, donc c'est les métaux importants de la chimie, mais les autres on retrouve l'esprit d'ammoniac, etc., ce que l'on retrouve ici. Voilà. C'est très, très varié, très riche comme exposition. Merci beaucoup Anne-Laure pour nous avoir fait découvrir une partie de l'exposition. C'est pas fini pour nous puisque c'est une de vos collègues que nous allons retrouver maintenant. C'est Anaïs Reynaud qui elle est chargée des expositions, chef de projet d'exposition, hein, c'est ça? Absolument, on a conçu l'exposition ensemble avec également le service pédagogique pour le parcours enfant et pour les différents livrets et jeux que vous allez découvrir avec Anaïs. On ne l'a pas vu encore, il y a beaucoup de manipulations à faire, notamment pour les enfants, et ça c'est génial. Merci beaucoup pour la visite. Merci. Et à très bientôt avec d'autres projets, j'imagine. On a toujours plein de projets, bien sûr. Je n'en doute pas. À bientôt. À bientôt. Et à tout à l'heure pour la suite de la visite au musée des Arts et Métiers.